3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger 3, c'est l'heure du journal de la mi-journée présenté par Nariman Nouali. Bonjour Nariman. Bonjour Ali. Dans l'actualité, la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales par l'autorité nationale des élections, des résultats qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle. Des grands projets stratégiques réalisés par l'Algérie mis en avant par la revue El Jaish qui cite comme exemple les usines de dessalement inaugurées récemment. Mise en service du port sec des Hauts-Plateaux, conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, des opérations d'exportation sont réalisées à l'occasion. Utilisation massive des armes chimiques en Algérie, l'historien Christophe Lafaille met en lumière les résultats de ses recherches. Nous l'écouterons dans le journal. Discussion entre Washington et Kiev en Arabie Saoudite. L'Ukraine se dit prête à négocier pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Madame, Monsieur, bonjour. L'autorité nationale indépendante des élections rend public les résultats provisoires du scrutin portant renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation. 426 candidats étaient en lice pour 58 sièges. Le FLN arrive en tête, suivi du RND. Plus de détails avec Sofia Boukercha. Avec un taux de participation dépassant les 96%, le FLN arrive en tête des élections sénatoriales en remportant 19 sièges sur 58. Suivi de près par le RND et le Moustaqbel, les candidats indépendants, quant à eux, obtiennent 6 sièges. Karim Khelfen, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Le FLN obtient 19 sièges, suivi du RND avec 14 sièges et du Moustaqbel qui en décroche 10. Les indépendants, quant à eux, obtiennent 6 sièges, tandis que le mouvement Al-Bina et le MSP remportent chacun 3 sièges. Le FFS en obtient 2 et Tajammu' Amal al-Jazair complète la liste avec 1 siège. Les 58 sièges revenant exclusivement à des hommes. Côté âge, 13 sénateurs ont moins de 40 ans, tandis que 41 ont entre 40 et 60 ans, et 4 sont âgés de plus de 60 ans. Chaque candidat peut déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 24 heures après l'annonce des résultats. Du siège de l'autorité nationale indépendante des élections, Sofia Boukercha, Alger 3. Donc des résultats provisoires qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle. Au siège de la Cour, nous retrouvons justement Hanan Seissi. Bonjour. Maliman, c'est donc la dernière étape pour ce processus électoral relatif au renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation. Il y a quelques minutes à peine et conformément à la loi, le président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections a transmis en main propre l'ensemble des procès-verbaux et documents relatifs notamment à l'opération vote au président de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance juridique devra ainsi statuer sur les dossiers comme apporté dans un communiqué rendu public par la Cour constitutionnelle. On apporte quelques précisions relatives notamment au recours. Les candidats disposent d'un délai de 24 heures pour introduire le recours auprès du greffe de la Cour constitutionnelle dans les 24 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, des recours déposés sous forme de requête, et puis le délai de 10 jours pour la proclamation des résultats définitifs de ces élections, Nariman. En direct du siège de la Cour constitutionnelle, Hanan Seissi. Conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, le port sec des Hauts-Plateaux a été mis en service ce matin. 3 ministres étaient à Borj Bouarerij pour affirmer justement le rôle stratégique de cette infrastructure mise à la disposition des opérateurs. Ibti Aladoun.
Cette infrastructure stratégique vise à renforcer les capacités logistiques de la région des Hauts-Plateaux, facilitant ainsi le transit des marchandises et contribuant à la dynamisation de l'économie nationale. Saïd Sayoud, ministre des Transports. Ce port sec donnera plus de confort aux gestionnaires du port de Béjaïa et réduira également la pression ainsi que la présence des conteneurs au niveau de ce port. Nous pouvons dire que pour l'espace de cette zone s'étend sur 13 hectares, il s'agit d'une superficie très vaste, dont 9 hectares sont consacrés à l'entreposage des conteneurs. Les autres espaces sont destinés à l'accueil d'autres marchandises ainsi qu'à des services essentiellement liés à ce centre. Cette transformation vise à améliorer l'efficacité logistique, réduire les coûts de transport et renforcer la compétitivité des entreprises locales en facilitant l'acheminement des marchandises et en optimisant les flux commerciaux. Cette zone est également directement reliée au chemin de fer, ce qui renforce encore les avantages et facilite le transport des marchandises, que ce soit du port vers ce centre ou du centre vers le port. De plus, la présence de nombreux opérateurs économiques actifs au niveau de la wilaya de Sétif et des wilayas voisines contribue à alléger la charge et à assurer un transport continu et permanent des conteneurs par voie terrestre. Ces ports secs contribueront à dynamiser l'économie nationale et à créer de nouvelles opportunités d'emploi, notamment dans la région des Hauts-Plateaux. Et en marge de cette mise en service, une opération d'exportation devrait être lancée, d'exportation d'électroménagers vers la Jordanie et la Tunisie. L'Algérie des défis, mis en avant par la revue El Jaish dans son dernier numéro, l'Algérie qui a combattu le colonisateur, mais également l'Algérie nouvelle qui vit au rythme de grandes réalisations et projets stratégiques. C'est ce que souligne la publication, la revue qui cite des projets inaugurés par le président de la République, notamment les usines de dessalement d'eau de mer, une avancée significative vers le renforcement de notre sécurité hydrique. Les stations de dessalement réalisées récemment associent des compétences algériennes, fortes d'une expérience acquise au fil des projets. Les premiers projets réalisés il y a plus de 10 ans rencontrent certains problèmes pris en charge par les pouvoirs publics. C'est le cas notamment dans la wilaya de Chlef. Rima Rahmani. Si la station de dessalement d'eau de mer de Maïnis, commune de Ténès, wilaya de Chlef, d'une capacité de 200 000 m3 jour, arrive aujourd'hui à alimenter 29 communes sur les 35 que compte la wilaya, avec différentes plages horaires de distribution, la deuxième station de dessalement de 5 000 m3 jour, située à Beni Hawad, produit aujourd'hui 500 m3 jour, soit une production en deçà de sa capacité, nous dit Rachid Boukrari, ingénieur expert à la direction de l'hydraulique intérimaire du directeur. Capacité initiale 5000 m3 jour. Aujourd'hui, elle donne entre 500 et 600 m3 jour. Puis il y a des problèmes techniques. L'Algérien des Zora est en cours de l'habitation. La troisième station de dessalement transférée de Maïnis en 2018 vers Oued-Goussine, d'une capacité de 5000 m3 jour. Et pour un contentieux, la station n'a pu être installée. Ce n'est qu'en 2024 que la justice a tranché en faveur des services agricoles de la wilaya. Ce début 2025, les travaux de plateforme et murs de clôture ont été achevés. Reste que la réévaluation de l'enveloppe financière est en cours. L'ingénieur expert à la direction de l'hydraulique. Les travaux ont commencé, c'est-à-dire le génie civil a commencé. Maintenant, la station fait l'équipement. Quand elle sera réalisée, elle va alimenter la population de 9000 habitants de Oued-Goussine. Chlef, Rima Rahmani, Al Jashan 3. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique inspecte plusieurs projets de son secteur à Constantine, notamment des unités de production. Plus de détails avec Hayat Karboua. Lors de sa visite à Constantine, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a déclaré au niveau du laboratoire régional de contrôle des produits pharmaceutiques que la facture d'importation des médicaments reste très élevée. Écoutons-le. La facture d'importation, elle est par rapport aux produits médicamenteux, les 77%. On est en train d'importer massivement. Donc on va faire une dynamique, un écosystème, au moins une grande partie. Donc le labo ne va pas suffire. La production vous vous adaptez. Précédemment, en début de cette matinée, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a visité l'usine Biogas
Galenic Pharma, qui possède plusieurs lignes de production de médicaments et emploie 820 travailleurs, une entreprise qui est considérée comme la première en matière d'exportation vers le Sénégal depuis 2020. En plus, l'entreprise ambitionne de contribuer à consolider la sécurité sanitaire en produisant des médicaments à valeur ajoutée qui, auparavant, étaient exclusivement importés, comme certains médicaments pour les maladies respiratoires. Constantine Hayat-Kerboua, Alger 3. Lancement aujourd'hui d'une plateforme numérique pour les inscrits à l'ADL3. Elle est destinée aux inscrits à ce programme pour leur permettre de suivre leur dossier. Leur nombre dépasse 1 400 000. Ils pourront ainsi activer leur compte et suivre le traitement des demandes. La plateforme est accessible via le site officiel de l'agence. Elle est accompagnée de vidéos explicatives détaillant son mode d'utilisation. Un documentaire qui vient encore confirmer l'utilisation des armes chimiques en Algérie. Un recours massif à ces produits mortels et surtout prohibés, même à l'époque de la colonisation. Algérie section armes spéciales, réalisée par Claire Billet, qui s'est exprimée en exclusivité sur nos ondes hier, s'appuie sur les recherches menées par l'historien Christophe Lafaye, l'historien qui revient sur comment ces recherches ont été entamées. Je suivais l'entraînement des militaires français qui se préparaient à partir pour l'Afghanistan. Et à cette occasion, l'armée étudiait de nouveau les capacités, les techniques mises en œuvre en Algérie. Et à l'occasion donc de la préparation d'une unité spécialisée dans le combat souterrain, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient des retours d'expérience des sections armes spéciales en Algérie. Alors bien sûr sans utiliser le chimique, parce que la France est signataire depuis 1993 du traité d'interdiction des armes chimiques, mais en tout cas, ils réutilisaient des archives qui parlaient des opérations souterraines et des combats souterrains pour se préparer. Donc j'avais noté cette information et quelques années plus tard, en 2015, j'ai rencontré monsieur Yves Carnigno, que l'on voit dans le film, qui est cet ancien combattant qui a eu une grave intoxication pulmonaire suite à l'utilisation des armes chimiques. Et c'est grâce à lui que j'ai compris la composante chimique de ces sections armes spéciales et le caractère dangereux que ces gaz pouvaient avoir à la fois pour les Algériens et Algériennes réfugiés dans les grottes, mais aussi pour les anciens combattants qui les utilisaient. Cet épisode de l'histoire relance la question de l'ouverture des archives, chose que la France refuse à ce jour. Il y a vraiment un intérêt très important à ouvrir ces archives parce que ça permettrait déjà d'avoir un aperçu à peu près exhaustif de l'ensemble des opérations qui ont eu lieu en Algérie et qui ont concerné l'emploi des armes chimiques. Potentiellement, la localisation de ces sites d'opération permettrait de retrouver des corps d'Algériennes et d'Algériens qui sont toujours portés disparus. Cette question des portés disparus concerne aussi les militaires français. Un peu moins de 700 encore militaires français portés disparus en Algérie. Certains se trouvent aussi dans ces grottes. Donc il y a vraiment un travail d'intérêt partagé entre la France et l'Algérie à ouvrir ces archives pour qu'on puisse avancer sur la compréhension et la localisation de l'ensemble des sites d'opération. Ensuite, il y a bien évidemment la question de la décontamination potentielle des sites à réaliser. Et ça, c'est une question qui ne peut pas être non plus ignorée ni minorée. L'historien Christophe Lafaye répondait aux questions de Hamid Belkacem. L'Ukraine entame des discussions cruciales avec les États-Unis en Arabie Saoudite. La délégation ukrainienne va apporter une proposition de trêve avec la Russie, alors que le secrétaire d'État américain a averti que les États-Unis considèrent des concessions territoriales ukrainiennes comme inévitables. Décryptage avec Philippe Golub, professeur des relations internationales contacté par Rabea Slimani. Solution juste et durable, je ne sais pas si on va y arriver, je ne crois pas, pas à ce stade-là du moins. Les marges de manœuvre ukrainiennes sont relativement faibles et ils ont dû certainement faire des concessions assez importantes sur l'extraction des minerais en Ukraine et le partage de la valeur avec les États-Unis. Ceci dit, il semblerait que pour parler entre les États-Unis et les Ukrainiens se poursuivre dans un climat un tout petit peu plus apaisé, certainement plus apaisé que le climat qui était celui de la réunion de la Maison-Blanche. Donc on peut s'attendre, je crois, on ne peut pas tout à fait à l'abri d'un accident, je crois, un accord préliminaire entre les États-Unis et les Ukrainiens qui pousserait les États-Unis à ce moment-là à mettre de la pression aussi sur Moscou pour engager les pourparlers pour un cessez-le-feu et éventuellement un accord de paix.
Pendant ce temps, les responsables militaires de 30 pays de l'UE et de l'OTAN se réunissent à Paris pour tenter de définir des garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine. La politique de l'administration Trump a créé un électrochoc en Europe, notamment en Allemagne, mais pas seulement, un électrochoc qui pousse les Européens à aller beaucoup plus vite dans des efforts conjoints de défense et de sécurité. Toute une série de pays semblent convaincus que c'est la voie essentielle à suivre pour l'avenir, simplement parce que les garanties explicites ou implicites américaines qui sous-tendaient l'Alliance Atlantique semblent ne plus être là sous le président Trump, que cette instabilité dans la relation avec les États-Unis, pour les Européens, quelque chose qu'ils doivent prendre en compte pour l'avenir. On est dans une nouvelle ère des relations internationales en tous les cas, du fait de la changement des dynamiques induites par l'administration Trump, son comportement international qui est celui de rapports entre grandes puissances, exclusivement, politique unilatéraliste au niveau international. Israël continue de bloquer toute l'aide humanitaire entrant à Gaza, y compris le carburant, violation flagrante du droit international. On fait le point de la situation avec le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis Deir el-Barah à Rabia Slimani. C'est une situation gazastrophique. C'est une catastrophe de jamais vue qu'à Gaza. Les réserves de nourriture commencent à perdre dans le marché. On trouve presque plus rien dans le marché, et surtout au niveau de la nourriture. Et pareil pour le fuel, ce qui est très important pour notre vie quotidienne, surtout pour pomper l'eau et avoir une distribution d'eau. Hier, ils ont pris la décision, les Israéliens, de couper la seule ligne qui alimente la station de purification de l'eau à Deir el-Balah, qui alimente à peu près 70 pour territoire. On n'a pas d'eau et surtout pas de l'eau potable. Les prix qui sont flambés, et surtout que la majorité de la population de Gaza dépend d'aide humanitaire. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat d'acheter depuis le marché. Et donc malheureusement, on arrive à une situation catastrophique. L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, appelle à une reprise des aides humanitaires à Gaza, des aides bloquées donc par l'occupation. La représentante de l'agence à Gaza, Inès Hamdan, dénonce une situation dramatique. Elle en parle à Nesrine Lahmoud. La décision prise par l'occupation de bloquer l'entrée des aides humanitaires à Gaza menace la vie des civils qui sont déjà à bout après plus d'une année de guerre génocidaire. En plus, ces aides comportaient des produits de base essentiels à la survie. Nous appelons donc à réintroduire largement les aides humanitaires, comme c'était d'ailleurs le cas les semaines qui ont suivi l'accord de cessez-le-feu. Et au niveau de l'UNRWA, on continue à gérer des centres d'accueil et de santé. Nous travaillons également à dégager les déchets qui s'accumulent à Gaza, activer les puits et puis fournir de l'eau potable en plus d'autres services logistiques. L'incendie est déclenché par la collision entre un cargo et un pétrolier hier en mer du Nord au large de l'Angleterre est toujours en cours. Un pétrolier affrété par l'armée américaine était à l'ancre quand il a été percuté par un porte-conteneur. La collision a entraîné un énorme incendie, une fuite de kérosène. Un membre de l'équipage du cargo est toujours porté disparu. Les accidents de la route récurrents, notamment et surtout durant ce mois de Ramadan, pour une intervention plus efficace, la protection civile a mis en place un dispositif adapté. Farouk Achour, inspecteur à la Direction générale de la protection civile, en parlait ce matin à Nariman Mendil dans l'invité du jour. Nous avons développé des outils d'aide à la décision, entre autres des plateformes qui nous permettent justement de connaître un peu quels sont les risques éventuels au niveau de chaque wilaya. Ce qu'on appelle, nous, le SWACR, le schéma des wilayas d'analyse de couverture des risques. Et ça permet de développer une cartographie précise de l'ensemble des risques, particulièrement les risques de la vie courante, à savoir les accidents de la route. Et cette cartographie nous permet justement de mettre en place des dispositifs à titre d'anticipation, parce qu'on sait que surtout en raison de certaines périodes, par exemple estivales, ou bien durant le mois de Ramadan, on connaît un peu la fréquentation au niveau de l'ensemble des routes. Ça nous permet de mettre des dispositifs à titre prévisionnel et ça permet d'intervenir rapidement. Mais nous avons quand même des transaccidentogènes. Nous étions obligés de mettre en place carrément des unités légères, savoir ce qu'on appelle les postes de secours routier, les PSR, indépendamment des unités opérationnelles qui existent. Vous avez tout un maillage d'unités opérationnelles et on rajoute à chaque fois. Et ce SWACR nous permet justement d'identifier où les besoins sont nécessaires pour mettre en place ces dispositifs. Comme chaque année durant Ramadan, les Algériens vivant à l'étranger sont de retour au pays pour passer donc quelques jours ou ce mois béni dans le pays, une immersion dans les traditions et l'ambiance familiale. Reportage réalisé hier soir par Sofia Boukercha à l'aéroport international d'Alger.
Dans le hall de l'aéroport d'Alger, les valises s'entassent et les visages s'illuminent. Pour beaucoup, revenir passer le ramadan au pays est une évidence. Ici, l'ambiance est unique, les soirées sont animées et tout semble avoir une saveur particulière. Je suis venu une semaine pour voir la famille pendant le ramadan et passer un peu de temps ici. Le charme de ramadan, c'est pas là-bas. Il n'y a pas mieux que de faire le ramadan dans notre pays. Je suis venu passer le ramadan ici avec la famille. Il a plus de goût avec la famille. Je suis très contente, j'ai hâte de les retrouver. Je suis avec mon père et ouais, ça n'a rien à voir. Il y a la famille qui mange à la maison. Ici, il y a plus de familles qu'en France, donc forcément, c'est plus agréable. Aymen et Yanis, la vingtaine, n'ont qu'une hâte, retrouver les nuits vibrantes de la capitale, les cafés remplis jusqu'à l'aube et l'effervescence des rues après l'iftar. Ça fait 5 ans que je suis pas venu et j'avais besoin de retrouver un petit peu l'odeur du pays. Je suis venu pour me reposer et voir la famille. Là-bas c'est boulot non-stop, mais ici on va souffler un petit peu et se ressourcer comme on dit. Ça nous manque tellement, je suis très content. Ce que je prévois en fait c'est des sorties entre familles. Moi j'adore me balader la nuit à Alger, j'espère on va profiter. Pour Karim, 40 ans, ce retour est une bouffée d'air. Il compte bien savourer l'Aïd entouré des siens. Je viens ici pour passer le ramadan avec ma famille et tout, ça me fait plaisir. Même quelques jours après l'Aïd. Ramadan, ce n'est pas seulement un mois, c'est une atmosphère, un rythme. Pour eux, chaque soir est une fête, chaque repas est un souvenir et rien ne l'égale quand on le vit au pays. Une nouvelle école musicale ouvrira ses portes dans 10 jours à Oran. Les inscriptions sont toujours possibles, indique Nour Mekhissi, chef de service à la direction de la culture, au micro de Hamza Belmadani. Les inscriptions pour l'école de la formation musicale sont toujours ouvertes et ce jusqu'au 21 mars. Cette école, qui est une nouvelle structure créée par le ministère de la Culture au niveau du Palais de la Culture, accueille les enfants de moins de 16 ans et propose des cours gratuits encadrés par des experts algériens. Les élèves pourront apprendre à jouer des instruments traditionnels et modernes, s'initier au solfège et partager le plaisir de la création musicale. L'actualité sportive, footballistique, notamment avec ces matchs de Dame Coupe prévus cet après-midi à Ali Hamouche. Des matchs comptants pour les huitièmes de finale mis à jour. Donc ça va commencer à 15h30 avec cette rencontre entre le Mouloudia d'Al Bayad et l'Olympique de Arbou. Et à 22h, ce choc algérois entre le RC Kouba et l'USM Alger à partir de 22h. Donc vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Et demain, suite et fin de ces huitièmes de finale avec Shabab Riadi de Belouizdad face à l'US Chaouia. Du volleyball également en soirée. Il y aura 2 matchs de mise à jour dans le groupe centre-est. L'Olympique de Ain Mida qui affrontera Castel Tniyat El Abed, ça va commencer à 22h. Et dans le groupe centre-ouest, le Pokchlef face au Wydad de Tlemcen. Brièvement, la Ligue des Champions. Avec les huitièmes de finale, retour, ça va commencer à 18h45 avec le FC Barcelone face au Benfica Lisbonne. À 21h, il y aura ce choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain et le Bayern Leverkusen qui accueillera le Bayern de Munich et enfin l'Inter de Milan qui sera face au Feyenoord. Voilà, une soirée bien remplie. Merci Ali. Selma Fegir, Erdouane Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Sadiq à la console technique, Houssine à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite, la météo avec Hajar Msaoudi.